Merci d'accueillir sur scène le fondateur et actuel directeur général de Marmiton, Christophe Duhamel. Alors effectivement, Marmiton, ça répond un petit peu à la question « qu'est-ce qu'on mange ?» Alors bon, je pense que vous êtes... Ah oui, effectivement, ça peut servir, merci. Qu'est-ce qu'on mange? C'est une question qu'on se pose souvent. C'est une question que se posent nos 20 millions de visiteurs uniques tous les mois, voire plus quand c'est Noël. Pourquoi Marmiton sur ce sujet? Ça aurait pu être parce que 20 millions de personnes, ça permet d'avoir un peu des tendances via la data, via tout ce que les gens nous disent, parce qu'on pose beaucoup de questions aux gens, et même quand on n'en pose pas, ils répondent quand même aux questions qu'ils aimeraient qu'on leur pose. C'est ça qui est magique avec le net. Mais plus que ça, c'est surtout parce que Marmiton a permis de répondre à une question qui est « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» dans un contexte qui n'est pas le contexte où on reçoit des amis, qui est souvent traité par les médias, mais plus dans le contexte du quotidien. Marmiton, c'est la cuisine du quotidien, avec une vraie peur pour certains de se lancer. Or, notre vision de la cuisine chez Marmiton, c'est que une casserole, ce n'est pas une contrainte. La cuisine, ce n'est pas une contrainte, c'est du plaisir. Ça, je vais y revenir. Donc, pourquoi Marmiton sur la cuisine du futur? Alors, je vais vous dire qu'au tout départ, quand j'ai commencé à voir ce qu'il y avait sur la plaquette sur la nutrition, j'ai eu un peu peur, parce que l'espèce d'éprouvette avec des choses vertes dedans, je vous avoue que c'était pas très gourmand. Donc bon, je me suis dit, ok, on va voir. Ça me rappelait un petit peu quelque chose qui est très tendance aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Soylent, qui est la boisson qui couvre tous les besoins nutritifs qu'on peut avoir au cours d'une journée, ce qui fait qu'on peut ne plus manger, on peut juste se nourrir en buvant ça. D'ailleurs, le nom Soylent vient d'un film qui s'appelle Soleil Vert. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est pas très engageant. Bon, là, c'est pas exactement ça, c'est du soja. Mais je crois pas des masses, même s'il y a des startups qui se créent sur ce sujet en France, à ce type de produit. En tout cas, moi, ça me fait pas très envie. Donc, la nutrition, l'alimentation, c'est quoi pour les gens? Si on regarde Facebook, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu gras, d'un petit peu dégoulinant. Donc, sur vos pages Facebook, vous devez voir ça passer de plus en plus, y compris des choses qui viennent de Marmiton. On produit plus de 100 vidéos par mois avec beaucoup de choses grasses et beaucoup de choses qui dégoulinent, mais aussi du sain. Si on regarde ce que pense la communauté Marmiton, la nutrition, c'est ça. L'alimentation, c'est ça, c'est des crêpes. Et oui, la crêpe, c'est la recette préférée de beaucoup de gens, la recette qui fait plaisir, la recette facile à faire, qu'on peut customiser, où on peut dire « c'est moi qui l'ai fait », ce qui est très important dans l'acte culinaire aujourd'hui. Mais bon, en 2032, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, des insectes, des pilules, bon, tout ça, j'y crois pas trop, même si il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent autour de ça aujourd'hui. Je pense que si on veut savoir ce que sera l'alimentation en 2032, il faut essayer de trouver l'intersection entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Sachant que ce qu'on veut faire, on peut en avoir une petite idée aujourd'hui à travers les tendances. Les tendances qui sont... il y a beaucoup de tendances. Hein. On va parler des tendances du bol, des tendances du chou kale, qui heureusement est en train de repartir un petit peu, parce que c'est quand même pas très bon. Les insectes, il y a beaucoup de gens qui ont mangé des insectes dans la salle. Ah, quand même. Bon, j'ai vu qu'il y avait un stand Gemini, c'est peut-être pour ça, mais moi personnellement, je suis pas un grand fan. Alors peut-être que via les animaux qui eux-mêmes mangent des insectes, ça pourra aller. En tout cas, nous, on pense qu'il y a à peu près six tendances fortes qui sont simplifier le quotidien. Donc simplifier le quotidien, c'est être plus efficace. Alors tout à l'heure, quelqu'un parlait c'était le monsieur de Nestor qui parlait de simplifier l'acte de manger quand on travaille, quand on n'a pas le temps. Je suis assez d'accord. On a besoin de plus de plaisir tout en intégrant ces contraintes. Réenchanter l'ordinaire, parce qu'une fois qu'on a vraiment simplifié le quotidien, on a peut-être envie de le réenchanter un petit peu, de débanaliser. Plutôt que de manger des coquillettes tous les soirs, on a besoin d'aller chercher des choses qui vont nous faire un petit peu plus vibrer, surtout quand on a des enfants, parce que eux, quand c'est toujours pareil, ils n'aiment pas trop. Le manger vrai, quand on a été chercher les fioritures, les sophistications, on a peut-être besoin aussi de revenir à quelque chose d'un petit peu vrai, savoir que les plantes qu'on mange, les fruits, les légumes qu'on mange, ils ont poussé dans la terre, la vraie, un petit retour aux racines. Rechercher l'équilibre, parce qu'aujourd'hui, on veut non seulement manger bon, mais on veut aussi manger sain. On veut que ça soit bon pour notre santé,
car que ton aliment soit ton médicament, ça fait quelques millénaires qu'on le sait, mais on est en train de le redécouvrir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il ne suffit pas de manger bon pour soi, on veut aussi manger bon pour les autres. Manger juste. Donc manger juste, c'est quoi? Manger juste, c'est savoir que ce qu'on mange va avoir un impact, et on veut que cet impact soit le plus positif possible sur l'écosystème, sur notre planète. Donc manger juste, ça devient quelque chose d'important. Et enfin, se définir. Alors à l'heure des réseaux sociaux, on essaie tous de se définir à travers ce qu'on poste, à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, et de plus en plus à travers ce qu'on mange. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une alimentation qui reprend peu à peu les codes de la mode et de la beauté, avec des créateurs, avec des boutiques monoproduits, il y a des boutiques de chocolat crème, d'éclairs au chocolat, de mozzarella, et peut-être que demain on ira acheter ses échalotes chez Colette, peut-être que demain on achètera son petit marron place Vendôme, on peut imaginer. Bon, là, ce sont 6 tendances, en tout cas, qu'on sent parti pour durer. Maintenant, les tendances, c'est bien, mais comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ça en choses très concrètes grâce aux technologies? Donc, ces technologies, on va se pencher un petit peu plus dessus parce que c'est ce qui nous anime dans cette journée, et on va voir qu'il y a des choses intéressantes derrière. Tout d'abord, l'Internet des objets. Donc là, c'est bien, on s'imagine déjà en train d'avoir dans sa cuisine toutes sortes d'objets qui dialoguent les uns avec les autres, avec un pour c'est comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, avec un pour les piloter tous, qui est ce que vous avez tous dans la main, c'est-à-dire un smartphone, qui va devenir petit à petit le GPS de la cuisine. Parce qu'on a beaucoup parlé de robots qui cuisinent, de choses comme ça, de choses compliquées, mais en fait, la chose la plus simple et qui pilote tout, c'est votre téléphone, et qui pilotera bientôt tout aussi chez vous, la domotique, etc. Mais dans la cuisine, c'est pareil. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas d'objet intelligent dans la cuisine, ou pas encore d'objet suffisamment intelligent pour que ça soit une révolution majeure, mais tous les appareils vont pouvoir discuter entre eux, et notamment avec votre téléphone. Donc avec vous, parce que le téléphone, c'est un petit peu votre extension de cerveau. Enfin, notre, parce que moi aussi. Il y a aussi la notion d'anti-gaspi, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé 2 ou 3 keynotes avant, c'est important, on jette à peu près le tiers de ce qu'on achète, ce qui n'est pas normal. Donc peut-être qu'en plus, ça va vous arranger, en rentrant tard le soir, de pouvoir voir si dans votre immeuble, quelqu'un a fait du bœuf bourguignon en plus, ou a une part de ratatouille disponible. Donc là, via le numérique, normalement, ça devrait pouvoir se faire d'ici pas longtemps. Les dates de consommation, il y a quelque chose qui est en train de moisir au fond de votre frigo, ben là, on va le détecter avant que ça soit complètement irrécupérable. Ou de la même manière, quand vous faites vos courses, on commence à avoir des frigos qui ont une petite webcam qui vous permet de savoir s'il vous reste des yaourts, ou si c'est la peine d'en racheter, ou si vos œufs sont encore consommables. Donc ça, c'est l'Internet des objets, qui n'est pas encore très présent dans nos cuisines, mais qui va l'être de plus en plus. Autre tendance extrêmement forte, la réalité virtuelle, réalité augmentée. Tout le monde connaît la différence. Réalité virtuelle, je suis dans un monde qui n'est pas réel. Réalité augmentée, je suis dans le monde réel à travers mon écran, mon smartphone, mes lunettes, les fameuses Google Glass, ou le pare-brise de ma voiture, et je vois le monde qui m'entoure avec des petites choses en plus. Donc une promo dans un magasin, un Pokémon, hein, c'était la tendance à un moment donné. Mais surtout, ça peut m'aider à mieux choisir mes produits. Par exemple, je vais choisir mes avocats chez mon primeur. Je regarde quelle est la bonne méthode pour bien tâter l'avocat, bien tâter le melon pour voir si c'est bien mûr. Des tours de main, typiquement. Bon, je ne sais pas si vous savez tous bien découper un poulet, mais c'est quand même pas forcément évident. Et la meilleure chose à faire, c'est de voir quelqu'un le faire. Avant qu'il finisse sur les genoux de vos convives, c'est sympa d'avoir justement cette visualisation, cette aide à l'action, qu'est la réalité augmentée. Et en plus de ça, on peut imaginer aussi, alors là, c'est plus via la réalité virtuelle, avoir des cours de cuisine où on voit des gens faire des choses, ou en version réalité augmentée, vous pouvez cuisiner avec d'autres gens. Vous pouvez très bien avoir un prof de cuisine qui est en Chine. Avec la trad automatique, ça va en plus être compréhensible. Et vous pouvez vous faire de vos petites sessions de co-cooking à plusieurs. Ça peut être très sympa. Ensuite, la fin du clavier. Alors, tous ceux qui ont déjà pesté contre un AZERTY, un QWERTY, les accents, les fautes d'orthographe qui piquent les yeux, rassurez-vous, grâce à la fin du clavier, ça devrait s'améliorer.
Mais avant toute chose, la fin du clavier, c'est quand même l'assistant. Alors, on parle d'Echo d'Amazon, Cortana, Siri, tous ces gens qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre d'avoir tout ce que vous voulez sous la main sans avoir à taper sur quoi que ce soit. Donc, fini la farine sur le téléphone ou sur la tablette, fini les graines dans le clavier. Maintenant, on est sur du tout sans les mains. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, ça date d'il y a quelques années. Mais le plus intéressant de tout ça, ça va être tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qu'on va pouvoir faire tout simplement en dialoguant avec un assistant qui a accès à plein de choses. Après, il y a quelques petites dérives possibles. Si vous pré-rentrez votre numéro de carte bleue dans votre assistant et que vos enfants s'en servent aussi, vous risquez de recevoir la commande du Père Noël le lendemain. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Et puis, ça vous donne aussi accès à toutes sortes de livraisons, toutes sortes de choses. Vous avez envie d'une pizza, vous dites « je mangerais bien une 4 fromages, dans combien de temps je peux l'avoir ?» Dans 10 minutes, c'est parfait. Et ça, on s'en rapproche très vite. L'intelligence artificielle. Alors ça, on en parle beaucoup. Donc l'intelligence artificielle qui est un petit peu une imitation de l'humain, comme le montre cette photo, enfin ce dessin. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir toujours des vendeurs dispo en magasin, d'avoir toujours des gens, quand on téléphone à un SAV, bon, sachant que le SAV c'est perçu comme étant un peu inhumain, donc demain ça risque d'être plus humain du tout. Les foodbots restaurants. Alors, on n'a pas encore trop à Paris, mais ça va être des robots qui cuisinent. Donc, vous allez pouvoir commander un plat et être sûr d'avoir toujours le même plat. Bon, par contre, si vous mangez sans gluten, si vous préférez une rondelle d'olive verte sur le dessus, si ce n'est pas dans le programme et dans le menu, vous ne pourrez pas. C'est un peu la limite du système. La data, l'hyperpersonnalisation, donc tout sur mesure. J'accélère un petit peu parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. On saura tout sur vous. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, c'est une question épineuse. Et surtout, tout sera présélectionné, vos conditionnements, les quantités. Tout à la demande. Donc là, on est en train de rentrer dans l'ère du tout sur mesure. Donc, tout prévu selon vos goûts, avec un accès rapide à peu près à tout ce que vous voulez. On vous livrera chez vous peut-être le repas fini, les ingrédients déjà prêts, et en plus, on va vous configurer la musique qui va avec, l'ambiance musicale, les odeurs qui vont avec. Les murs seront interactifs, donc vous pourrez avoir un paysage qui correspond à la thématique de votre repas. Social Everything, donc évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on cuisine, on en parle. C'est déjà beaucoup le cas, mais en plus de ça, on va pouvoir utiliser tout ça pour, par exemple, vous aider à choisir un plat qui soit une bonne idée par rapport à la thématique du moment, par rapport à la tendance. Mais on va rentrer encore plus dans le concret avec une journée en 2032. Donc, voilà, là, en attendant l'imprimante à pizza, ce qui serait bien pratique pour le midi, pour nourrir autant de gens que ce qu'il y a ici. Imaginons, vous vous réveillez, votre assistant personnel Karl vous réveille avec une odeur de café, parce qu'il a lancé le café évidemment, la musique, la lumière, tout ça est calé sur vos cycles de sommeil, ça c'est merveilleux. Votre petit déjeuner, évidemment, on a beaucoup moins de sucre qu'aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup plus de graisse parce qu'on sait que maintenant, c'est ça qui aide à tenir le coup dans la journée. Donc, un petit déjeuner un peu musclé. Évidemment, préparé par Alice, votre assistante santé. Alice, la même Alice qui vous dit « Attention, en allant au travail, attention, la déshydratation est proche. Vous risquez le malaise environ dans 18 heures. Bon, c'est pas grave, on ne va pas attendre d'avoir un malaise pour se réhydrater. Donc, heureusement, vous avez toujours une bouteille sous la main, car Alice a pensé à vous dire quoi mettre dans votre sac. En sortant du travail, 15h45, bah oui, 15h45, parce que avec l'intelligence artificielle, on imagine qu'entre 30 et 50% des boulots du tertiaire seront gérés par des robots d'ici une quinzaine d'années. Donc, c'est pour ça que les candidats présidentiels qui vous disent qu'il faut augmenter le temps de travail, je pense qu'ils ne pensent pas être élus plus qu'un quinquennat, parce qu'il y a un petit problème par rapport à cette réalité-là. Donc là, vos assistants vont vous aider à trouver une recette pour cuisiner à vos amis qui vont arriver d'ici quelques heures. Vous avez le temps, vous êtes relax, tout va bien.
vous pouvez aller faire vos courses donc avec le petit spectromètre de masse qui existe déjà aujourd'hui. Il y a le SIO notamment, mais il y en a d'autres. Vous pouvez analyser vos fruits et puis regarder s'il n'y a pas trop de pesticides, s'ils sont bien mûrs. C'est assez pratique. Hop, c'est relié à votre smartphone évidemment, et vous pouvez acheter en connaissance de cause. En fonction des signaux des différents capteurs, notamment ceux que vous avez, ceux qui captent, qui analysent votre sang en temps réel, ceux que vous avez dans l'estomac pour analyser l'état du microbiote, important le microbiote. On vous propose des recettes de cocktails de fruits et légumes frais, évidemment, avec un peu d'alcool éventuellement, pour satisfaire les besoins de chacun. Vous vous entraînez, vous répétez en réalité virtuelle pour être sûr de réussir votre plat, parce que ça, c'est important. Vous voulez quand même faire quelque chose qui soit beau, même si vous êtes aidé par la technologie. Évidemment, l'épluchage et le découpage des fruits et des légumes, bon, là, faut quand même pas charrier, c'est plus votre problème, il y a des machines qui font ça très bien. Ça, c'est un vrai progrès. Ensuite, votre assistant pilote vos appareils, vos minuteurs. Bon, entre nous, on pourrait dire que vous avez un chef en cuisine, mais le vrai chef, c'est vous, et ça reste vous. Et ça, vous avez envie de garder cette supériorité par rapport aux machines, donc vous êtes juste accompagné par quelques machines qui vous prémâchent le travail, ce qui est assez confortable. Vous dressez l'assiette avec votre assistant en réalité augmentée, pour être sûr de faire le petit dôme de riz qui va bien, les petites taches de sauce sur les côtés, même si ça, à mon avis, ça sera plus très tendance dans 15 ans. Ensuite, tous les restes, eh ben non, ça ne va pas à la poubelle, ça va dans la composteuse accrochée à votre fenêtre. Et oui, on habite en ville, mais on est écolo quand même, surtout qu'on cultive des choses sur le toit de l'immeuble. Et puis évidemment, les gens vous font un feedback. Une fois rentrés chez eux, on ne sait jamais si le feedback n'est pas bon. Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est que votre four plante. Et donc là, vous avez quelque chose qui est un petit peu moins appétissant. Ça peut être que tous les assistants qui veulent faire la synthèse entre les goûts, les signaux des capteurs de vos invités, ils arrivent à un plat qui synthétise tout ça, qui ne soit pas forcément très appétissant, mais ce n'est pas vos assistants qui vont le manger, évidemment. Ou bien, l'écologie c'est bien, mais si votre composteur fuit, ça peut causer des problèmes de voisinage. Donc, en synthèse, qu'est-ce qui va probablement changer d'ici 15 ans ? Alors déjà, la relation entre les marques et les consommateurs, parce que jusqu'à présent, on était vraiment dans du top-down, et les marques vont devoir être confrontées à un problème de manque de confiance. Donc les marques doivent recréer de la confiance et du dialogue. Et surtout, le prix n'est plus un critère majeur, en tout cas de moins en moins, mais c'est de plus en plus la qualité. Donc pareil, là c'est la distribution qui va devoir se réinventer son modèle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, consommateurs. Le mobile, c'est le GPS de la cuisine, ça on le sait, ça l'est de plus en plus et on travaille nous beaucoup à développer toute cette logique de pilotage et de conseil. Tous diététiciens, parce que demain on aura des infos qui seront de plus en plus faciles d'accès, de plus en plus d'outils sous la main, de plus en plus de capteurs, donc on pourra très bien faire une part de plus en plus... on aura de moins en moins besoin des médecins, comme on l'a vu ce matin côté... je ne sais plus qui faisait cette keynote et il nous expliquait que c'était de plus en plus l'intelligence artificielle qui allait prendre la main sur le soin et le conseil médical. Voilà. Donc nous, on pourra se faire nos propres régimes, si tant est que les régimes servent encore à quelque chose. Le retour à la nature, ça c'est une belle image. Alors j'ai beaucoup entendu parler ce matin des potagers, de la culture en ville, mais il y a aussi un mouvement qui va devenir de plus en plus possible, en tout cas, c'est le fait de revenir soi-même à la nature, parce que grâce au télétravail, grâce aux technologies de communication, grâce aux infrastructures qui vont s'améliorer, on pourra habiter, nous, dans des lieux qui seront des lieux de vie agréables et des lieux de production aussi. Donc il y a ces deux phénomènes qui, à mon sens, pourraient se croiser. Ce qui risque de ne pas changer, en tout cas pas tout de suite, c'est laisser une seule marque prendre la main sur tout ce qui se passe dans votre cuisine. Pour l'instant, chaque marque a ses standards, mais petit à petit, je pense que tout le monde va se caler autour de standards communs pour arriver à faire en sorte que tout le monde échange. Ça, c'est le sens de l'histoire. Les gens veulent garder la main en cuisine. Personne n'a envie de laisser tout faire par des robots. Non, même si on ne fait qu'une petite chose, on veut rester décisionnaire, on veut garder la main et surtout, il y a un plaisir à cuisiner. On peut parler de pleine conscience, de méditation en action, mais il y a un vrai plaisir à cuisiner et ce plaisir, je ne crois pas une seconde qu'on soit prêt à le laisser de côté.
Enfin, ce qui pourrait changer, mais qu'on n'a pas trop envie de voir changer, mais ça c'est la vie, la fin de la culture générale, donc à coup de ciblage et de personnalisation, on pourrait se retrouver avec des gens comme soi, et être entouré de gens comme soi, et avoir l'illusion que le monde est complètement comme soi. Et ça peut être une dérive, donc il faut une part quand même de culture commune pour aller un petit peu en dehors de sa bulle, en dehors de sa tribu. Bon, Minority Report, hein, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu et ça fait un peu peur quand même. Une société du narcissisme, est-ce qu'à force d'être dans le storytelling permanent, on ne va pas se retrouver avec, à s'inventer des vies beaucoup plus belles que ce qu'est la nôtre, plutôt que d'accepter que la nôtre soit comme celle des autres et qu'elle soit très bien comme ça? La surenchère, donc moins de travail, plus de loisirs, société de loisirs, donc besoin de rendre les choses toujours plus fun, avec toujours plus de stimulation dans tous les sens, une espèce de surenchère sensorielle, et à un moment donné, une espèce de burn-out, ce qui peut arriver, et puis évidemment une dépendance à la technologie, parce que si on ne sait plus rien faire sans son téléphone et sans les outils, ça va devenir compliqué. Surtout si la technologie tombe en panne, ce qui arrive quand même, et ce qui arrivera quand même dans l'avenir. Le mot de la fin, parce que je pense que vous avez faim. Petite chose toute simple, les changements technologiques, les changements de comportement, en fait, comment ça induit des changements sur notre alimentation? À travers des changements sociétaux. Et ces changements sociétaux, ça change notre relation à l'espace, notre relation au temps. Donc il faut vraiment voir ce que ça nous dit sur nous, ce que ça impacte dans notre vie de tous les jours. Et après, ce qu'on mange n'est que la conséquence de ça. Et puis, une seule chose est sûre dans tout cet avenir, parce que beaucoup de choses peuvent changer et ça change très vite, on l'a vu, c'est qu'il y a une chose qui restera, c'est le plaisir. Parce que sans le plaisir, on ne vend pas de produits. Sans le plaisir, on n'a pas de plaisir soi-même à vivre. Sans le plaisir, il ne se passe rien. Donc le plaisir, il restera toujours au cœur de l'alimentation, dans 15 ans et même dans 150 ans, ça j'en suis persuadé. Merci beaucoup et bon appétit.